Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro. Nous parlons armes, embargo, contrôle d'armes, technique d'approche. Je reçois pour ça un élu de la ville de Kinshasa, l'honorable Mike Moukebaye, cadre d'ensemble, et nous parlons de la question de l'embargo avec lui aujourd'hui. Et vous allez certainement apprécier l'émission, puisque ça va être une approche assez, on va dire, particulière, parce qu'on n'en parle pas assez souvent, mais il faudrait quand même en parler. Honorable Mike, comment allez-vous? Je vais très bien, merci beaucoup Christian Bossébé. Alors, moi c'est un plaisir de vous recevoir dans Face à Face. Le 1er juillet, on va dire le premier, oui, c'était le premier, on a reconduit l'embargo et c'est finalement une vague de protestation, de contestation à Kinshasa. L'ONU, je veux dire la Chine, la Russie, le Ghana, le Gabon et le Kenya se sont abstenus. Mais plusieurs pays... 10 pays exactement. Oui, 10 pays ont été d'accord. Ouais. Alors ce qui est bizarre, c'est que c'est la France qui porte l'initiative. Et la France, c'est notre premier partenaire linguistique. Nous sommes de la francophonie. Comment vous expliquez cela? Oui, je crois que nous voyons les problèmes en aval, quand les conséquences sont tirées au niveau du Conseil de sécurité, au niveau du comité des sanctions. Il faut aller en amont. En amont, les problèmes, c'est lesquels? Bon, parlons d'abord de ces discussions qu'il y a eu aux Nations Unies. Vous remarquerez qu'il y a eu des arguments majeurs qui ont plaidé en notre faveur. Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, qui a reconnu qu'au jour d'aujourd'hui, les M23 a entre ses mains un arsenal digne d'une armée conventionnelle d'un État. Ça devait plaider en notre faveur pour qu'on nous donne des moyens de contrer les M23, qu'on nous laisse trouver des moyens de contrer les M23. Un autre argument, c'est qu'ils ont presque été tous unanimes pour reconnaître que les ADF sont des connivences avec Daesh. Mais voyez-vous, ces deux arguments n'ont pas pu faire la décision. Ça signifie qu'il y a quelque chose en profondeur de plus grave. Ce qui est en profondeur de plus grave, c'est quoi? C'est que la communauté internationale ne trouve pas de crédibilité dans notre façon de gérer les armes, notre stock d'armes et de munitions. Nous sommes engagés dans un processus, c'est là que je parle d'amont. Nous sommes engagés dans un processus, c'est le processus de contrôle d'armes légères et de petits calibres depuis le protocole de Nairobi. Nous sommes donc signataires de cette convention-là, et cette convention a conduit à la mise en place d'une institution ici qui est méconnue du grand public, la Commission nationale de contrôle des armes. C'est à elle de mener ces processus-là. Mais cette commission ne reçoit pas de moyens. C'est au niveau de cette commission qu'il faille faire les travaux. Est-ce que ce n'est pas un prétexte? Non, ce n'est pas un prétexte. Le monde craint, le monde a une expérience. Par le passé, le gouvernement congolais a eu à soutenir des groupes armés contre d'autres groupes armés. Mais le Rwanda le Rwanda visiblement a soutenu des groupes armés. L'Ouganda a soutenu les groupes armés, y compris le MLC. Pourquoi il n'y a jamais eu l'embargo pour eux? Allons-y. On peut à la limite les dire, mais vous remarquerez que, par exemple, sur le processus de marquage des armes, qui est un des processus clés, donner à chaque arme une identité pour sa traçabilité, dans ce processus-là, nous n'avons fait aucun effort. Le Rwanda est à 100% des marquages armes côté police, à 95% des marquages armes côté armée. Voyez-vous déjà ces résultats-là? Peut-être dans sa faveur. Chez nous, nous avons tenté une opération de marquage d'armes l'année passée, et vous savez à quoi elle a abouti? C'est qu'à la fin, il y a eu des affrontements entre les FARDC et un groupe rebelle, et on a retrouvé des armes marquées chez les rebelles. Et quelques-uns, c'est que j'ai apprécié, quelques-uns des officiers concernés ont été interpellés et sont encore juste en détention, en Ndolo. Donc, le monde craint, par expérience, que la RDC, si demain dispose des armes sophistiquées, que ces armes-là ne tombent un jour entre les mains de groupes armés. C'est cela le gage qu'il faut donner au monde. C'est cela le gage. Je prends la question de la législation en matière de régime d'armes et de munitions. Nous sommes, nous, régis par la loi de 1985, qui parle encore du président du mouvement populaire de la Révolution. Qui parle encore du président du mouvement populaire. Donc de lois qui, selon vous,
sont obsolètes. Obsolètes complètement, qui sont inadaptés par rapport aux standards internationaux. Nous avons tenté une réforme en 2012. Une nouvelle loi sur le contrôle des armes a été adoptée, mais depuis, jamais promulguée, suite à des divergences entre l'Assemblée nationale et les Sénats. Je me pose la question si la commission défense et sécurité, et j'en profite pour interpeller les présidents de cette commission, Désiré Mobondi, et son vice-président, Jean Joly, s'ils prennent vraiment cette question à bras-le-corps. Il faut travailler sur ces processus-là, faire avancer le contrôle des armes, donner les moyens à la Commission nationale de contrôle des armes pour que finalement nous ayons des résultats. Nous avons une année pour aller nous présenter encore. C'est jusqu'à juin de l'année prochaine. Nous accomplissons des résultats. Nous obtenons des résultats sur terrain dans les 6-7 mois. C'est possible de travailler et d'obtenir quelques résultats. Et ces résultats-là, plutôt que d'attendre les comités de sanctions le moment où ils se réunissent à New York, aller avec ces résultats dans les capitales du monde, convaincre les différents gouvernements. Mais l'embargo repose sur quoi exactement? Quelle est la Libye? Mais c'est cela, cette crainte. Parce que le problème, c'est que nous gérons mal nos armes. Nos armes se retrouvent souvent entre les mains de groupes incontrôlés. Mais ça, c'était avant. Non, cette crainte existe jusqu'à ces jours. Mais parce qu'on vous parle des marquages d'armes. Ce sont là les garanties que vous devez donner. Nous ne les faisons pas. Vous savez qu'en matière, par exemple, d'archivage des armes, nous sommes les derniers dans la région. C'est une exigence internationale. C'est une exigence du code de Nairobi. L'archivage. C'est à peine qu'on essaye de remettre en route le serveur central de l'armée, qui est resté en dysfonctionnement pendant très longtemps. Et ça, les Congolais ne le savent pas. En province, il n'y a même pas d'archivage. Personne ne sait. Mais même alors, quand vous remettez en route le serveur central au niveau national, mais vous allez faire la sommation nationale à partir de quelles données? Parce qu'au niveau provincial, il n'existe pas d'archivage. Lorsque les armes rentrent au pays ici, par les ambassadeurs ou par les autres personnalités internationales, est-ce que ces armes sont répertoriées? C'est cela même. C'est cela ce qui est grave. Au jour d'aujourd'hui, les diplomates ici, pour leur sécurité personnelle, les armes personnelles qu'ils ont dans leur chancellerie, n'ont pas été certifiées au niveau du ministère de l'Intérieur. Parce qu'aucune obligation légale n'existe dans ce sens-là. Il n'y en a pas. Celle qui existe là, elle est vague, elle dit presque rien. Il y va d'abord de notre propre sécurité. C'est ça le problème. Chaque fois qu'on demande à la RDC d'accomplir certaines réformes, nous avons l'impression qu'on nous demande trop. Il y va de la sécurité de la République démocratique du Congo, de savoir combien d'armes circulent dans le pays et entre les mains de qui. Mais on a essayé de le faire avec un programme qu'on avait, les DDRR. Mais justement, vous remarquerez... Le programme de destruction des armes et tout ça. Mais il y a dans Nairobi aussi, c'est tous ces processus de destruction des armes. Oui. Vous remarquerez qu'à cette époque-là, nous avons obtenu une cote assez appréciable avec le travail de Ngoï Mulunda sur la destruction des armes. Mais depuis, plus rien. Depuis, plus rien. Et c'est cela le grand problème. C'est cela. Regardez ici. Vous avez ici, ça, c'est une brochure sur ce qu'est le centre régional en matière de contrôle des armes. En fait, c'est ce centre qui fait le monitoring, qui en même temps coordonne et appuie les activités des commissions nationales en ce qui concerne le contrôle des armes. Nous devions recevoir la conférence du centre régional ici l'année passée. Nous n'avons même pas pu réunir cette conférence. Ça nous demandait juste 500 000 $. Et quand à l'extérieur, en Suisse, on dit un pays qui a des problèmes en ce qui concerne la sécurité et qui n'arrive même pas à financer la conférence du centre régional, c'est que ce gouvernement-là est ailleurs, il n'est pas préoccupé par sa sécurité. Mais ça c'est très grave. Mais j'avance. Dans l'entretemps, l'État ne fournit pas de moyens à la Commission nationale de contrôle des armes, mais la Commission nationale des armes a beaucoup de possibilités d'obtenir des fonds par les bailleurs, par les partenaires. Mais là encore, le gouvernement ne fait rien pour la Commission nationale des contrôles des armes. Il faut que cette commission organise des forums d'appel des fonds. Pour un forum d'appel des fonds, le budget présenté, prévisionnel de la commission, c'est 40 000 $. Mais il y a des bailleurs qui sont disposés à donner 1 million, 2 millions à la commission. Mais jamais, jamais le moindre forum d'appel des fonds n'a été organisé. Ici, vous avez le plan qu'on appelle les PAN, les plans d'action nationale, pour 4 années, 2018-2022. Quand la Commission nationale présente un budget de 500 000 $, au fini, sur les 4 années, la Commission n'est financée qu'à hauteur de 10%. Comment voulez-vous avoir les résultats en ce moment-là? Quelle est l'importance, selon vous, de contrôler les armes? C'est pour tracer... La traçabilité. Qu'on sache les armes sont entre les mains de qui. Éviter que les armes ne tombent entre des mains incontrôlées.
La République démocratique du Congo, c'est le pays qui est écumé par de groupes armés. Donc, ces besoins des contrôles des armes est plus accru chez nous qu'ailleurs. Et c'est cela l'argument, c'est cela le travail qu'il y a à faire. De nous présenter avec un bilan. Voilà ce que nous avons fait. Vous savez, ici, il est prévu, par exemple, de construire des dépôts des armes. Là aussi, l'entreposage et ainsi de suite. Quand la commission présente... Il y a aussi le travail numérique. Le travail numérique. Quand la commission présente son budget, ici, la commission parle d'au moins un dépôt d'armes par zone de défense. Pas le moindre dépôt d'armes n'a été construit, pas la moindre armurerie, rien du tout. C'est cela le grand débat, les débats qu'il faut faire. Mais depuis 18 ans, rien n'avait été fait dans ce sens-là. Depuis 2008 que la commission est mise en place, donc 14 années aujourd'hui. Oui. Rien n'est fait. Nous n'avançons pas. Nous attendons le moment venu, y aller et nous défendre sur place. Nous y arrivons. Bon, on peut compter sur la bonne foi de certains pays. Ben, ils ne les font pas parce qu'ils aiment les Congo en plus. Surtout la Russie et la Chine. Ils les font par opposition aux Occidentaux. Oui. C'est une question de principe chez eux. Toujours prendre le contre-pied des Occidentaux. Nous n'allons pas fonctionner en comptant sur le contre-pied des Chinois et des Russes. Nous devons avoir une diplomatie agissante. Mais pour plusieurs personnes... Vous allez dire, aujourd'hui par exemple, parce que des problèmes de la diplomatie congolaise est à inscrire dans les temps, il est étonnant au jour d'aujourd'hui que la France ne soit pas notre allié. Alors que nous qui n'avons pas entretenu cette alliance. Ce qui a beaucoup fait pour que finalement la communauté internationale reconnaisse les 6 millions de morts, si ce n'est pas la France. C'est la France qui a fait ce travail-là pour nous. Nous, des pauvres paresseux, qui sommes là à croiser le doigt et à tout le temps indexer le Rwanda, même là où nous n'avons pas pu agir en tant qu'État. Bon, alors c'est vrai que... En fait, le Rwanda est devenu pour nous, comme on dit en lingala, no koya frena bateau. Hein, quelqu'un est paresseux, il ne travaille pas le matin. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis envoûté par l'oncle et c'est ça. Et il ne fournit plus d'efforts dans sa vie. Qu'est-ce qu'il... Vous disculpez le Rwanda? Je ne discute pas le Rwanda. Il ne faut plus qu'on parle du Rwanda dans ces pays. Il faut parler de la construction d'un État fort. Oui, mais ça ne... C'est cela la dissuasion. Ça ne nous empêche pas de dire que le Rwanda... on les dit, oui, nous passons le temps de dire. Là, par exemple, pour construire ces processus de contrôle, nous ne les faisons pas. Bon, alors... Nous ne vaincrons jamais le Rwanda. Mais comment vous allez faire ça si vous avez déjà des... Alors, je suis en train d'avancer. Si vous avez beaucoup d'infiltrés chez vous, attendez, qui freinent cette affaire-là, qui gèrent des groupes armés. J'avance. Vous voyez par exemple la question de la France. La France a été un des grands alliés. L'appelé principal artisan de la reconnaissance des 6 millions de morts. Je nous pose la question d'abord sur cette question de 6 millions de morts. Le monde a reconnu les 6 millions de morts. Est-ce qu'ici nous les commémorons? Il y a le moindre mémorial? Ça, c'est encore le Rwanda? Non, parce qu'on n'est pas d'accord sur les chiffres des 6 millions. Le chef de l'État parlait des 10 millions. Attends. Oui. Le monde a reconnu 6 millions. Mais nous reconnaissons 10 millions. Il n'y a pas de problème. Oui. Mais cette reconnaissance a-t-elle conduit à l'érection de moindres mémorials? Est-ce que nous commémorons ce jour en attendant d'harmoniser les vues sur les chiffres pour que la mémoire collective soit marquée de cet événement? Oui, mais Moukeba, il faut qu'il y ait un travail. Votre président d'ensemble a dit la même chose que le chef de l'État. Il faut d'abord construire une idéologie avant d'aller dans ce sens-là. On ne va pas accepter 6 millions et qu'allons-nous faire de 3 millions des autres? Les chiffres, nous discuterons. Les chiffres sont discutés au Rwanda sur le génocide, mais cela n'a pas empêché au Rwanda de construire des mémoriaux un peu partout. Les chiffres sont discutés. Les chiffres seront toujours discutés. Ce n'est pas du bois du feu de chauffage qu'on a coupé, qu'on peut dénombrer. C'est des gens qui sont morts. Ces chiffres resteront discutés. Donc, remarquez, là où nous-mêmes, nous n'avons pas une conscience nationale, à ces jours, il n'y a pas la moindre commémoration sur le mandement. Mais je continue à parler de la France. La France qui a été le grand artisan de cette reconnaissance internationale, qui a été une grande victoire à l'époque. Vous savez qu'à l'époque, Chirac arrive, fait un mandat, il organise son sommet d'adieu, il invite les chefs d'État africains, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse sur Joseph Kabila, et Kabila, plutôt que de faire le déplacement pour aller consolider cette alliance avec la France, Kabila préfère déléguer Vital Kamerhe, alors président de l'Assemblée nationale. Tu sais que Chirac s'en était plein. Il dit, tiens, après tout ce que je fais pour le Congo, le président Joseph Kabila ne fait pas le déplacement. Mais la diplomatie, c'est quoi? C'est avant tout des rapports humains. C'est avant tout des rapports humains. Mais c'est quand même contradictoire. Alors, la France qui fait énormément pour les pays au Conseil de sécurité. Et
au moment du sommet d'adieu de Chirac, Kabila ne fait pas le déplacement. Et vous pensez que lors de la passation de pouvoir entre lui et son successeur, il va avoir des propos assez aimables pour le gouvernement congolais? C'est pas évident. Alors, Il sort de là frustré. C'est cela. Ça voudrait dire quoi? Que nous-mêmes, nous ne savons pas, nous, entretenir une vraie diplomatie et conquérir les alliances. Oui, mais c'est quand même bizarre parce que quand c'est Kabila qui ne va pas, on dit c'est les rapports humains. Mais quand c'est Tshisekedi qui voyage, on dit fait beaucoup de voyages. Non. Où se situe la limite en tout cas? Le problème n'est pas dans le nombre de voyages. Mais la diplomatie, c'est avant tout les rapports humains. Et ce n'est pas forcément le chef d'État qui va faire toutes les capitales du monde. Alors. Il a un ministre des Affaires étrangères. Il y a bien d'autres canaux. Ouais. Ce n'est pas au nombre de voyages qu'on obtient ça. Non, mais c'est pas non plus. C'est le rapport humain. C'est le chef de l'État qui peut le faire, c'est le premier diplomate d'ailleurs du pays, mais autant aussi que le ministre des Affaires étrangères. Moi, je ne suis pas ça dans le nombre de voyages. J'ai dit que la diplomatie reste avant tout des rapports humains. Oui, mais quand c'est le président qui part... Le diplomate, là, il est sensible à certaines choses comme tout autre humain. Donc Chirac a besoin de la reconnaissance congolaise après avoir obtenu la reconnaissance des millions de morts. Pas vous directement. Oui, moi je comprends bien, Mokebaï. Pas vous directement. Mais pourquoi les autres accusent Tshisekedi quand c'est lui-même qui va rencontrer des présidents ou quand c'est lui-même qui va rencontrer les grandes autorités, les personnalités internationales? Pourquoi l'on dit qu'il n'aurait pas dû, il aurait dû envoyer quelqu'un? Oui, mais il ne va pas se mettre sur les épaules toute la diplomatie. Il ne pourra pas l'accomplir à lui seul. Il a un ministre des Affaires étrangères qui est là pour cette question-là. Mais la teneur, elle est toujours différente. Quand c'est le président qui va. Mais c'est vous qui le dites tout à l'heure. Non, je vais vous dire une chose. Parce qu'on a envoyé le premier citoyen, c'est Vital Kamerhe, mais ça n'a pas enchanté Chirac. Il aurait bien voulu que ce soit Tshisekedi lui-même. Attends, c'était un sommet d'adieu entre chefs d'État et Chirac estimait que Kabila aurait dû faire le déplacement en personne. Ce n'était pas n'importe quel sommet. Et c'est là que je te parle de la dimension humaine. C'est que Chirac s'est senti frustré. Donc, Kabila s'est dit, je n'y vais pas. Mais je ne dis pas que pour tous les déplacements, que ce soit les chefs d'État qui les fassent. Ces déplacements-là, pour Chirac, il était attendu dans son esprit, dans son chef à lui, que Kabila devait venir comme... Et c'est fait qui justifie que la France soutienne l'hypothèse d'un embargo chez nous. Non, je vous dis simplement, je vous prends ces détails, j'ai dit, quand vous mettez Chirac dans cet état-là, à la passation du pouvoir avec son successeur, c'est pas évident qu'il aura des mots aimables. Vous savez, ailleurs, les chefs d'État, la passation de pouvoir, c'est un culte, c'est un code. Il y a des choses qu'il dit qu'il a fait avec des pays pour la continuité. Oui. Alors, si lui a été frustré en ce moment-là, quel mot il peut avoir? Moi, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement ça. Ce que je voudrais dire, c'est que nous n'avons pas de continuité. C'est que là, nous avons eu l'opportunité de sceller une alliance forte avec la France, mais des petits détails ont fait que nous avons... Parce que vous semblez vanter les 6 millions de morts. Je ne les vante pas, c'est une reconnaissance internationale. Si, on est d'accord, Mokebaï. Mais la France, qu'est-ce qu'elle fait déjà pour vous? Pourquoi vous continuez à rester dans la francophonie? Pourquoi nous continuons à rester dans la francophonie? Ça nous aide à quoi exactement? Attendez. La France ne fera jamais rien pour nous. Oui, tout autant que la Chine, tout autant que la Chine que nous sommes allés embrasser. Mais pourquoi rester? Sous prétexte de contrats gagnant-gagnant, ils nous ont floués ici avec des 5 chantiers sous Kabila. Et les derniers audits qui a été... 6 milliards de dollars de contrats. Diligenté a montré que l'argent est allé dans les poches des individus, et du côté congolais et du côté chinois. Mais alors, pourquoi vous restez à la francophonie? Un État a de rapports à tous les niveaux. Au niveau multilatéral et au niveau bilatéral. Ces rapports, vous devez vous savoir les capitaliser pour qu'ils vous profitent, autant que ceux qui viennent vers vous cherchent aussi à profiter de ces rapports. C'est ce qui nous manque chez nous. Oui, mais... Nous devons rester dans la francophonie, nous devons rester ici et là-bas, nous construire comme un État, aller chercher là où il est possible que les uns nous assistent, là où il est possible d'amener les investisseurs au pays, pour construire un État. Ne nous attendons pas à ce qu'un jour la France se réveille un matin et qu'elle vienne et dit, bon, ok, le Congolais, pour vos beaux yeux, nous vous amenons 10 milliards de dollars. Mais ne vous attendez pas les conditions... Attendez, est-ce que les conditions d'abord sont créées au niveau du pays? Laisse-moi avancer sur cette question. Même au jour de l'Oussoufé, est-ce que les conditions sont créées pour rendre le terrain propice pour les investisseurs? Non. Vous dites ici que la création d'entreprises, guichet unique, ainsi de suite, c'est au jour d'aujourd'hui à 3 jours. Un investisseur français qui est chez lui, il les lit quelque part. Bon,
Au Congo, vous pouvez créer votre entreprise dans les 3 jours et l'affaire est réglée. Il prend l'avion, il arrive à Kinshasa, il dit, bon, comme il me dit 3 jours, bon, je vais quand même prendre l'hôtel pour 6 jours. Et les voilà là, à 3 semaines à Kinshasa, il n'a pas encore obtenu de l'entreprise. Vous croyez que ça va l'enchanter de revenir? C'est cela le vrai problème. Mais nous posons trop... tous les pays du monde ont ces mêmes problèmes. Non. Pas la même proportion. On a quand même le même problème. Si vous allez même en Russie, c'est toujours un petit des petits couacs. Mais on ne va pas dire que c'est la même chose. Ne donnez pas l'exemple là où ça ne marche pas. Je vais vous dire ceci. Surtout ne jamais dire que tous les pays du monde ont le même problème. Non, il faut chercher à exceller. Chacun a son problème. Non, attendez. Il faut chercher à exceller. Un pays comme les nôtres, qui a besoin des infrastructures pour se construire, a davantage besoin d'investisseurs qu'un autre pays. Mais souvent, tous les pays ont besoin des investisseurs. La Chine en a besoin tout autant que les États-Unis. Donc, c'est à nous de créer des conditions, par exemple en matière de création d'entreprises. Pourquoi, quand on dit 3 jours, on arrive à 3 semaines? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi c'est Il faut travailler là-dessus, mais ce n'est pas une raison pour laquelle celui qui est entre nos partenaires soutienne nos agresseurs. Non, ils ne soutiennent pas les agresseurs. Comment ça, Moukébaye? Non, c'est cela les problèmes. Comment ça, Moukébaye? Comment la France est incapable de dire que le Rwanda soutient le M23? Comment vous expliquez cela? Attendez, si la France, elle n'a même pas dit qu'on était agressé. C'est absolu de le dire, je le regrette infiniment et je condamne. Mais en ce qui concerne l'embargo, ces pays-là, eux, ne tiennent qu'aux conditions à créer. Ces pays-là, même le Kenya qui nous soutient, en fait, en réalité... Elle ne nous soutient pas, elle n'a pas pipé mot sur la question. Même le Kenya qui nous soutient, j'aimais bien, j'applaudis, mais le Kenya doit être sincère parce que le centre régional est basé chez lui. Et le Kenya aurait dû aider dans les coulisses la délégation congolaise pour dire la prochaine fois, allez faire ce travail et vous reviendrez. Et maintenant, ils reviennent, ils disent Chine, Russie, et nous nous plaignons. Mais nous ne nous posons pas la question. Il faut se poser la question pourquoi et trouver la réponse. Je suis parfaitement d'accord avec votre démarche, Moukébaye, mais j'ai comme l'impression que vous occultez la question de la responsabilité des présumés ou supposés partenaires qui, devant une agression évidente, se sont tués. Et moi, je ne comprends pas pourquoi vous passez rapidement la question. Attendez, la France ne dit même pas qu'on a été agressé. Je l'ai dit et je le regrette. Oui, 30 secondes, c'est fini. Je l'ai dit et je le regrette que ce pays-là n'ait pas condamné le Rwanda. Oui, mais après... Je le regrette infiniment. Oui. Mais ce n'est pas une raison... pourquoi nous continuons à traiter avec eux s'ils ne peuvent pas nous soutenir, Moukébaye? Mon cher frère, en tout état de cause, nous traiterons avec eux, nous traiterons avec les puissances du monde. Nous n'avons pas le moyen de dire au jour d'aujourd'hui que nous ne traitons pas avec la France. Parce qu'en termes de coopération ici, vous ne savez pas ce que la France nous apporte en termes de coopération. Elle apporte quoi? Oui, en termes de coopération, qu'est-ce qu'elle apporte? Sinon, si tu veux, je vais t'amener en termes de coopération ce qu'elle apporte. Je serais très content d'ailleurs. Oui, je pour savoir et évaluer si on n'est plus avec eux, qu'est-ce que nous perdons? Je vais t'apporter. Le Gabon est parti, hein. Le Gabon est parti. Le Togo est parti. Attends, je vais t'apporter. Non. Il est peut-être parti de la francophonie pour des raisons. À lui, le Gabon, partir de la francophonie ne signifie pas qu'il a coupé avec la France. Non, pas coupé avec la France. Non, il n'a pas coupé avec la France. Mais cassé. En termes de coopération, on nous apporte beaucoup ici, beaucoup de pays. En fait, nous sommes un pays sous perfusion, vous le savez très bien. La coopération japonaise, toutes ces coopérations ici nous apportent beaucoup. Regardez là, nos propres bâtiments ici, publics, ce sont les coopérations qui nous construisent ça. Hier, c'était la Corée du Sud. Et à côté, ce sont les Chinois. Et en face, ici, je crois que ce sont encore les Chinois. En face du palais du peuple. Parce que nous-mêmes, nous travaillons pas assez. Ce qui est même très grave. Bon, parlons de la France au sein de l'Union européenne. Parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, c'est en plus l'Union européenne. Ce qui est même honteux, c'est que les bâtiments où siège l'Assemblée provinciale, construit à 1 245 000 $ a été financé par l'Union européenne. Donc, cette ville ici, Soukimbuta a manqué 1 million de $ pour se construire son bâtiment. Ça, c'est un problème interne. Vous imaginez? Non. C'est cela ce que j'ai dit. Cette coopération apporte beaucoup. Parce que c'est des choses que nous ne voyons pas, puisqu'elles ne touchent pas, peut-être à ta vie à toi, ou à ma vie à moi. Mais la coopération est pour beaucoup. Le reste est un problème de se présenter à la face du monde en tant qu'État et de créer un rapport de force. Mais Moukébaye, vous êtes d'accord avec moi qu'aucun pays ne se développe grâce aux coopérations? Les pays se développent grâce à une intégration interne. Parce que le développement est un facteur endogène. Travaillons à l'intérieur. Attendez. La coopération ajoute sa pierre. Oui. Au jour d'aujourd'hui, nos ministres ont enfin de beaux bâtiments grâce à la coopération. Oui, justement, mais c'est pas une beaux bâtiments. C'est pas une bonne chose. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Alors, si vous dites l'Union africaine s'est construite avec la Chine. Attendez, si vous dites que ce n'est pas une bonne chose, mais c'est cela mon discours à moi. Oui. C'est cela. Je vous soutiens sur la question. Il faut qu'on travaille à l'intérieur. Il faut travailler. Oui. Ce que nous n'avons pas fait, ce que nous ne faisons pas assez
au jour d'aujourd'hui, nous présenter en tant qu'État à la face du monde. On vous voit, on dit ça c'est un État. C'est un État qui pose des actes, qui contrôle ses ressorts régaliens. Mais ça ne justifie en rien l'agression qu'on nous mène. Et vous êtes d'accord avec moi, on est d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je vais vous dire une chose. Je ne me plains pas beaucoup de cette agression. Parce que l'insécurité à l'Est n'est pas que l'affaire du Rwanda. Aujourd'hui, tous font focus sur le Rwanda. Une fixation. L'insécurité à l'Est part de l'Ituri jusqu'au Tanganyika. Vous dites fixation? Donc, il y a un problème interne à nous. Pas de réponse. Nous devons nous interroger qu'est-ce qui manque à notre armée pour enfin stabiliser l'Est. Mais Moukebe, vous êtes... Donc, si vous restez sur le Rwanda, c'est qu'en fait, une bonne partie de la question va vous échapper. Les ADF, quelle est la guerre la plus pernicieuse à l'Est? Ce n'est pas celle qui nous fait le M23. La guerre du M23 a un élément positif. C'est que derrière, il y a le Rwanda. Le Rwanda est un État, vous pouvez vous asseoir autour d'une table et traiter avec lui et régler la question diplomatiquement. Mais les ADF... Mais on sait que c'est l'Ouganda, Attendez, non, attends, on sait tous, c'est que des polichinelles. Attends, non. Au jour d'aujourd'hui, il est établi, et d'ailleurs eux-mêmes ont fait allégeance, que les ADF sont des connivences avec Daesh. Mais ils sont pires. Nous en parlons moins. Depuis 2014 à ce jour, 15 000 tués à cause des ADF. Depuis l'état des sièges à ce jour, plus de 2 000 tués. C'est une guerre plus pernicieuse, plus difficile à contrer, qui peut durer des années. Une puissance comme le Nigeria aujourd'hui n'arrive pas encore à faire face à Boko Haram. Boko Haram continue à tuer. Et donc, Daesh, et à travers ADF, va s'installer là. C'est le problème de sécurité va au-delà du Rwanda. Mais nous connaissons tous nous devons nous poser la question. On connaît tous comment ça a commencé. Mais attendez, mais quand il y a insécurité dans le Tanganyika là-bas, et là-bas c'est qui? C'est ça le problème, ce que j'ai dit, cette facilité. Hein, peut-être nous allons puiser ça, dans notre tradition, de chercher toujours les sorciers, et les sorciers c'est toujours l'autre, plutôt que de travailler. Est-ce que vous n'êtes pas tombé pendant que nous paraissons? Mais est-ce que vous n'êtes pas tombé dans le piège? Quel piège? Dans le piège de ceux qui veulent vous faire croire qu'il y a tellement beaucoup de tableaux. Ne restez pas focalisé sur un seul tableau, dispersé. Attendez. Est-ce que vous n'êtes pas tombé dans ce piège-là? Mais j'ai des sens, moi. Oui. Moi, je vois. Il y a des problèmes. Vous voyez ce qu'on vous présente, mais vous ne voyez pas la complexité de la question. Non, mais je vois la complexité de la question. Je vois Béni Boutembo. Oui, vous savez aussi la digression. J'ai vu qu'il y a quelques jours ici, il y a quelques semaines, ça c'était grave. Comme ça, un groupe presque pas organisé a pris Bukavu. En tout cas, pendant quelques heures, ils sont entrés dans la ville. Est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité? Comment est-ce qu'on peut se laisser prendre la capitale des problèmes par un groupe, apparemment, des apprentis? Et heureusement, vous dites apparemment. Non. Ah, je vous dis que le Kadogo ont fait tomber. Le Kadogo ont fait tomber la RDC. On fait tomber les Zaïres. Apparemment, des apprentis. Attends. Mais c'est justement ça. Les Kadogo ont fait tomber les Zaïres. Apparemment, des apprentis. Non. Tu sais pourquoi? Ouais. Parce qu'en fait, les Zaïres étaient un géant au pied d'argile. Mobutu avait détruit son armée. Les Kadogo là n'allaient pas faire tomber les Zaïres des années 1980. Oui. Nous avons fait la guerre à l'Angola en soutien à l'UNITA. À Jonas Savimbi, nous étions forts. Ah? Nous avons réglé des problèmes à Kigali en soutien à Abiyarimana. Et Mobutu a laissé son armée aller à la déliquescence. Le jour où la guerre est enfin lancée, que la guerre éclate, vous savez ce qu'on a découvert à l'époque? On dit, allez en Banzangungu chercher des ça, parce que là-bas, les régiments blindés, allez chercher des blindés et des chars là-bas. On arrive, on allume les chars ne démarrent pas. Mais c'était un sabotage. Pourquoi vous ne voyez pas ça? Attends. C'est aussi clair que ça. Attends, non, laisse-moi terminer. Allez-y. On ouvre les capots du char, le moteur n'y est pas. Les généraux ont pris les chars pour aller mettre à une baleinière. Ouais, mais c'était ça le sabotage. Non, mais attends. Mais les sabotages par qui? La 5e colonne, Québec. Non, la 5e colonne n'y était pas. Non, attendez, il n'y a pas eu de 5e colonne. Dans la destruction du pays, il n'y a pas eu de 5e colonne. Nous avons détruit ce pays ici à cause de la mauvaise gestion. Mais pourquoi vous ne voyez pas même. Pourquoi vous ne voyez pas une main Je ne la vois pas. Tout ça? Je ne la vois pas. Vous refusez de la voir. Je vais vous dire une chose. Depuis que le Congo... Vous savez, et c'est ça le problème. Vous voyez un intellectuel de haut niveau comme Albert Yuma, après avoir dépecé la GECAMI, sans que ça profite au pays, il se permet de venir dire aux Congolais que c'est la Banque mondiale qui nous avait imposé de passer. Il dit ça aux Congolais. Mais il était envoyé pour se faire cette mission. Attendez, il vous prend pour des cons. Il nous prend pour des cons. Attends.
Donc, c'est ça, les Congolais. Justement, les Congolais, sur sa propre responsabilité, va chercher des justifications ailleurs. Donc, le régime Kabila a cédé des pans entiers de la Gécamine à des particuliers, à brader, pour enfin se retrouver à un autre niveau et se partager les dividendes. Et on vient nous dire que non, c'est la Banque mondiale. Donc la Banque mondiale, vous avez compris, je suis content parce que vous avez compris le nez du problème. Non, la Banque mondiale est venue avec une arme et l'a mise à la tempe, comme ça, des humains. C'est ce que vous voulez me dire. Non, que non, il y a toujours une main. C'est lui qui a détruit le Congo, ici, depuis qu'il est indépendant, s'appelle dirigeant congolais. Le jour où le dirigeant congolais, pendant la mesure, l'ampleur des dégâts causés jusque-là, et qui se disent que je travaille désormais pour mon pays. Quel est le rôle quel est le rôle de l'AFDEL dans tout ce que nous connaissons aujourd'hui? Quel est le rôle de l'AFDEL dans tout ce que nous connaissons aujourd'hui? Je vais partager une pensée avec vous. Oui, allez-y. C'est une pensée qui fait très mal aux gens. Surtout à toi, mon compatriote congolais. Je suis sûr que ça va se faire très mal. Mais j'aime ça parce que, en fait, c'est une façon de t'appeler le Congolais. J'entends les Congolais dire, ce Rwanda-là, s'il s'est développé, il s'est développé grâce à nos ressources qu'il pille depuis quelques années. J'ai dit, waouh, c'est formidable. Le Rwanda pille quelques ressources depuis 1997. Il arrive à se développer. Et le Congo, qui a la totalité de ses recettes, de ses ressources depuis 1960, ne sait qu'en faire. Mais il y a un problème. On met trop en avant. C'est très facile. On met trop en avant, j'avance. On met trop en avant. Attends, on met trop en avant nos ressources. Non, il s'agit d'un problème de vision et de volonté à l'intérieur du pays. Non, on nous en veut pour nos ressources. C'est comme ça qu'on nous pille et qu'on crée une insécurité et le pays n'avance pas. Je vais vous donner un pays. L'un des pays qui a accédé à l'indépendance, c'est là maintenant plus de 200 ans. L'Haïti? L'Haïti. L'Haïti a quoi dans son sous-sol pour que les autres convoitent son sous-sol? Rien. Mais l'Haïti est dans quel état? Et ça, c'est encore les Occidentaux. La République centrafricaine qui est à côté de nous ici, elle a quoi dans son sous-sol? Depuis 1960, qu'il y ait des coups d'État. Il y a une responsabilité nationale que nous n'assumons pas. C'est des bases arrières. Tu sais que l'Haïti a le même âge que les États-Unis d'Amérique, oui, que la Belgique. Oui. Comparez les niveaux entre ces deux, trois pays. Vous verrez la différence. C'est un autre problème. Il y a un problème, c'est que nous avons commencé le processus de développement à l'accession à l'indépendance. Et ce processus a été interrompu. Nous sommes entrés dans la prédation. Et la prédation nous amène dans les pièges de la pauvreté. Vous savez, le piège de la pauvreté, c'est un cercle vicieux. La pauvreté a ceci de pernicieux. C'est que la pauvreté vous empêche de sortir d'elle. Vous avez tellement faim que vous ne pouvez plus projeter pour le moyen et le long terme, vous cherchez à manger chaque jour. Et finalement, vous êtes à la subsistance, à la survie de chaque jour. C'est ça le piège congolais. Quelle est la responsabilité? Il nous faut nous arrêter, nous dire qu'il y a il y a un sacrifice à consentir, et ce sacrifice doit être réparti équitablement, et alors nous sortirons. Mais vous ne ferez pas ce travail si vous ne faites pas une analyse holistique, parce que là vous faites une analyse sélective, Boukébaye. Vous prenez une partie du problème qui est tout à fait vrai. Non. Si, qui est tout à fait vrai. Là vous parlez du problème interne, je suis bien d'accord avec vous, et puis je peux même aller avec vous dans ce sens-là. Ouais. Mais c'est que aujourd'hui, ignorer l'implication des autres dans ce qui nous arrive, c'est totalement faire fausse. La responsabilité. Puisque vous allez tout faire, la responsabilité, je vous en prie. Où vous n'avez pas compris, c'est compliqué. Moukébaye, pourquoi on a refusé les recensements de l'armée? Attendez. Pourquoi on a refusé qu'on recense l'armée? Qui a refusé de le faire? Attendez, on va y aller. Oui. On va y aller. Allons-y tout doux. L'armée congolaise, oui, c'est notre armée à nous. Personne ne pourra refuser que nous procédions à recensement au sein de l'armée. Ces éléments que vous appelez infiltrés, je ne les connais pas dans l'armée. Puisque du moment où des éléments sont identifiés infiltrés, c'est qu'on peut les neutraliser. C'est cela la réalité. Les infiltrés aujourd'hui... Je ne vous reconnais pas. Non, attendez. Vous ne connaissez pas l'infiltration dans l'armée congolaise? Attendez. Mais quand vous parlez des infiltrations, oui, c'est que vous avez identifié ces infiltrés. Mais c'est un secret de polichinelle. Non. Je sais que quand les gens disent infiltrés, les gens ont tendance à assimiler certains de nos compatriotes Tutsis qui sont venus dans l'armée par l'effet du brassage comme des infiltrés. Si c'est le cas, je regrette beaucoup. Et Tanganda était qui? Attendez. Général, attendez. Allez-y. Attendez, s'il vous plaît. Le cas de Tanganda est un cas particulier. Kabarebe?
Non, attendez. Le cas Tagande est un cas particulier. Il ne faut pas pour cela généraliser. Si tu trouves, attends, si tu trouves qu'il y a des éléments pas fiables dans l'armée, ce sont des éléments à extirper de l'armée. C'est aussi simple que ça. Arrêtons de dire, il y a des infiltrés et nous ne faisons rien. Si se trouve qu'il y a des éléments de cette nature-là dans l'armée, il faut les extirper. Reconnaissez-vous qu'il y a des infiltrés ou pas? Attendez. Puisque vous avez tendance à dire, ils existent, mais faisons-les partir. Le fait de ne pas sortir les infiltrés de l'armée, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Attendez, je trouve que c'est même irresponsable de les dire sans pourtant agir. Alors taisons-nous. Mais qui doit agir? Regardez qui doit agir. Regardez un homme à un niveau de responsabilité comme Mbosoko Diapwanga. Il accuse des députés de faire partie des groupes armés. Donc il dispose de preuves. Mais il a dit. Mais qu'est-ce qu'il attend alors pour les traduire en justice? Mais ce n'est pas à lui de traduire des gens en justice. Qu'est-ce que la justice attend pour se saisir? Ah ben voilà, la question est là. Qu'est-ce que la justice militaire attend? Mais voilà. Voilà notre responsabilité. Qui compose votre engrenage, allons-y. Ici, il nous a été demandé, vous qui aimez le Congo, il nous a été demandé de souscrire à la réduction du train de vie des institutions. Qui a accepté? D'accepter que nous, députés, mandataires, ministres, qu'on réduise nos revenus mensuels. Mais c'est ce que je dis. Dans un minimum. Attends, s'il y a sacrifice à consentir, je le disais ici, il doit être équitablement réparti. Le Congolais d'en bas est très mal payé, il a 60 000 francs, et il se trouve des gens qui ont 10 000 $ les mois. On vous demande un sacrifice au nom de l'intérêt général. Qui a accepté? Vous aimez le Congo? Qui a accepté? Et, toute honte oubliée, les députés se cotisent et amènent 200 000 $ sous prétexte de soutenir l'armée. Nous sortons du problème. Moi, je parle de l'architecture. C'est ça le problème. Si, je parle de l'architecture qui a été minée. Attendez. Minée, mal composée. Attendez, quelle est l'architecture? Je vous ai posé la question. Quelle est la responsabilité de l'AFDEL dans ce qui nous arrive aujourd'hui? La responsabilité de l'AFDEL? Écoutez, dans ce qui nous arrive aujourd'hui, il n'y a pas. C'est pas vrai. Il n'y a pas. C'est une responsabilité historique. Ne dites pas ça, attendez, mais c'est ça le problème. Vous n'allez pas dire ça. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas chercher à construire un État et rester sur des événements passés et en prendre prétexte pour dire que c'est ça qui nous bloque. Sans le passé, vous ne faites absolument rien. Les passés, là, il existe en tant que passé. Mais au jour d'aujourd'hui, y a-t-il pas moyen de prendre ses responsabilités pour orienter le pays dans une autre voie? C'est passé, c'est passif que l'AFDEL nous a laissé. Nous allons continuer à le porter jusque quand? Mais nous continuons à le porter, Moukébaye. Jusque quand? Aujourd'hui, il y a des officiers congolais qui n'ont pas fait l'école primaire. Il y a des officiers congolais qui n'ont jamais été des lieutenants. Et vous le savez. Il y a d'autres qui sont restés capitaines pendant 15 ans. D'autres colonels pendant 20 ans. Vous le savez. Attendez. Alors, le recensement, pourquoi on le refuse? Attendez. Oui. Je ne sais pas d'ailleurs qui refuse le recensement. Apparemment, sur cette question, tu parais bien informé que moi, parce que je ne vois pas, en dehors de nos autorités, qui peut imposer à l'armée de ne pas procéder au recensement. Parce que si nos autorités subissent des pressions de puissances étrangères sur une question d'ordre de souveraineté nationale, c'est leur faiblesse. Voilà, c'est cela la réponse. Alors, je vais te dire, les passifs là, nous allons continuer à pleurer. S'il se trouve des officiers qui ne sont pas formés, ainsi de suite, mais nous sommes en situation de guerre, il n'y a qu'à ne pas leur donner de responsabilités, non? S'il n'en a pas la compétence, comment vous allez lui demander de conduire des troupes? On a quand même des officiers formés, on se contente de cela. C'est cela. Je ne dis pas que c'est ça la solution, c'est que j'imagine ici. C'est cela. Nous ne devons pas continuer à pleurer. Nous devons constater le problème et trouver une solution. C'est ça des hommes responsables. Vous savez, vous et moi, que nous sommes allés à l'école et que ce que nous pratiquons au jour d'aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas exactement ce que nous avons appris à l'école. C'est que l'école te met des connaissances et ces connaissances-là te permettent, quand tu es devant une situation, de comprendre quelle attitude avoir, quelle réponse y apporter. L'école ne te donne pas les réponses toutes faites. Tu crées des réponses au fur et à mesure de l'apprentissage. Je crains que vous ayez, Moukébaye, est-ce que vous n'avez pas une vision simpliste de la gestion au quotidien? Simpliste? Je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas le cas? Oui. Attends, justement. Parce que je crois que la gestion, ce n'est pas quelque chose de sorcier. C'est aussi simple que ça. Okay. Surtout pour le Congo. La gestion du Congo, la première chose au Congo, si vous le faites, vous avez évolué à 30%. Il faut arrêter la corruption. Le pays meurt à cause de la corruption. Et on arrête la corruption comment, Moukébaye? Il faut commencer quelque part, agir, sanctionner. Vous allez fonctionner dans un pays où les députés et les ministres appartiennent à des tribus et que lorsqu'on les arrête, on crie à l'acharnement. Je vais te dire une chose. Je vais te dire. Je vais répondre à cette préoccupation. Il n'y a pas de problème.
je prends le gouvernement central. Depuis que Félix Tshisekedi est là, combien de marchés publics ont été conclus? 10, 20, 30, 40, même plus. Vous verrez que dans ces marchés publics, 60-70% l'ont été des gré à gré. Oui. Pourtant, le gré à gré, il est plafonné. Oui. Alors, mais quand vous allez dans le gré à gré, c'est que vous favorisez la corruption. Parce que le gré à gré permet que des gens se voient entre eux et discutent sur des rétrocommissions. Mais c'est cela. Alors, appliquer les procédures de passation de marché qui existent, ça demande des tribus. Dans le système dans lequel on est? Mais mon cher ami, que le gouvernement procède à des appels d'offres, c'est compliqué? Non, non. Là, appel d'offres, simplement. Oui, si on prend ces problèmes. Non, mais je t'ai dit. Non, 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 mais c'est cela, s'attaquer à la corruption. Non, attends. La corruption, elle est endémique. Attends, je t'ai dit. Non, non, ne dites pas qu'elle a endémique. Attends, pardon. Regardez. Attends, je t'ai dit. Qu'est-ce qui a favorisé les détournements dans les 100 jours? Les appels de marché des gré à gré. Oui. C'est cela. Si. Qu'est-ce qui a favorisé les détournements dans le programme Tshilé-Gilou? Gré à gré. Au jour d'aujourd'hui, Kinshasa, zéro trou. Marché gré à gré. Ça, c'est la malaria, c'est pas le microbe. Alors, vous vous dites que c'est endémique? Non, ça, c'est la malaria. Ça, ce n'est pas. Non, s'il vous plaît. Je vous parle. S'il vous plaît. Est-ce que vous permettez que je vous donne un cas? S'il vous plaît, attendez. Okay. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas savoir combien l'État perd dans ces marchés. Mais c'est justement ça, Moukébaye. Vous savez, c'est des corrupteurs qui font ces choses-là. Et des corrompus de corrupteurs. C'est des gens qui n'ont pas été éduqués dans ce sens-là. Je vous donne un exemple. Oui. La route Elenguissa à Kinshasa, elle mesure, en chantier, elle mesure 6 km. Vous en connaissez le budget? Non, pas du tout. 24 millions de dollars. Vous imaginez? Ça s'explique. Vous en connaissez? Non, non. Ça s'explique comment, Moukébaye? Mais puisque on contourne les instances de passation de marché. Vous avez compris que le système a été fait comme ça. Non, et qu'il faut le détruire maintenant. Non, pardon. Je vois ce que vous permettez de vous donner un élément. Pardon. Non, le système n'a pas été ainsi conçu. C'est pas possible. Le système, il est passation de marché avec des règles établies. C'est des hommes. Mais justement, attends. C'est des hommes dans un régime qui doivent appliquer. On dit la même chose. Attends. Alors il s'est fait. Non, attends, comment il n'y en a pas? Mais je vous dis. Est-ce que je peux vous donner un exemple? Attendez. Comment donc, vous permettez que je vous donne un exemple? Donc, tu dis qu'au jour d'aujourd'hui, dans ce Congo, il n'y a pas d'hommes capables de faire appliquer les lois et les réglementations? Non, il n'y en a pas assez. Malheureusement. Alors, je me prends la tête entre les mains. Non. Donc, il faut pleurer. Non, pas pleurer. Regardez qu'est-ce que je veux faire maintenant? Regardez, Moukébaye, regardez. Tu es en train de m'amener à la fatalité. Non, pas du tout. Je vous explique. Pour comprendre le problème de façon holistique. Et ce qui est intéressant avec vous, c'est qu'on peut bien parler. Oui. Moukébaye, on est ici. Oui. Les députés provinciaux, on vous a volé votre siège à l'Assemblée nationale. Oui. Et des gens siègent allègrement, sans aucun problème. Oui. Et des gens comme vous, il y en a beaucoup. Oui. Les députés ont vendu de voix aux sénateurs. Oui. Le chef de l'État est informé, il prend la décision de suspendre le Sénat. Demandez à l'appareil judiciaire, s'il vous plaît, d'enquêter et tirer des solutions. Où en sommes-nous? La classe politique pour attaquer les chefs de l'État. Le ministère public a fait le boulot. Il n'y a pas de solution. La loi de l'Omerta. Non, c'est pas la loi de... Non. Explique-moi. Je vais t'expliquer. Ok. En fait, peut-être que là, les chefs de l'État n'ont pas su où frapper. D'accord. La corruption qui est établie avec des faits, elle est là. Ma passation de marché, il est dit que, par exemple, au niveau provincial, le plafonnement est à 95 millions de francs congolais à Kinshasa. Plus ou moins 42 000, 43 000 dollars. Au-delà, obligation de marché, d'appel d'offres. Et encore, même quand on parle d'urgence, cette urgence est soumise à une procédure. Exact. Et encore, quand on parle d'urgence, l'urgence, ce n'est pas pour tout ce que vous faites. Par exemple, les bâtiments, les routes. Vous allez parler de quelle urgence, parce que ces ouvrages-là prennent toujours du temps. L'urgence, c'est qu'il faut agir très vite pour répondre à un besoin. Des vies des gens qui sont en danger, une catastrophe naturelle. Ça, par exemple, ce n'est pas que tout devient urgence. Mais tu verras que le programme, par exemple, des 100 jours de chef d'État a été appelé programme d'urgence. Il y avait quelle urgence? Mais c'est justement mais aujourd'hui, c'était son propre programme. Comprenez? Il a laissé appeler ainsi. Mais j'avance. La vraie corruption est celle-là. Ici, vous avez une corruption sournoise, rampante. Des gens qui ont pris l'argent mano à mano, difficile à établir. Mais c'est la même chose avec le marché public. Vous trouverez des spécialistes en marché public qui vont justifier, noir sur blanc qu'il s'agit d'une urgence telle. On a suivi le procès. Pardon, oui. J'applaudis le chef d'État qu'il ait pris cette voie. Oui. Mais il faut faire plus encore. Là où il y a lieu avec des lois,
de suivre. Il n'y a pas de spécialistes de passation des marchés qui puissent, par je ne sais quelle alchimie, nous montrer qu'il y a urgence là où il n'y a pas. Parce que tout est soumis à la règle. Tout est soumis à quelle règle? Oui. C'est que quand il y a un marché, au niveau provincial, il faut que ça monte à la direction provinciale de marché public. À la ils appellent ça comment? DMF, quelque chose comme ça. C'est là, il y a des techniciens. Je vais d'accord avec vous. Au vous. niveau national, ça monte à la direction générale. Et c'est bien clair. Le problème, il est holistique. Notre classe politique est corrompue. Notre classe sociale même est corrompue. Alors, donc il faut des mesures courageuses. Alors, je vais vous dire ceci. Des mesures courageuses je vais vous dire pour sortir de là. Je vais vous dire ceci. Oui. C'est ça que je vous dis. Nous sommes dans une sorte de cercle vicieux. Oui. Il faut un homme courageux. Pour casser. Qui se réveille un matin, qui frappe à un endroit. Voilà. Et à partir de ce moment-là, nous avançons. Exact, je suis d'accord avec vous. Bon, alors, qui est cet homme qui va frapper? Si ce n'est pas les chefs de l'État. Je suis totalement d'accord avec vous. Voilà pourquoi je dis qu'il a frappé. Mais c'est marché. Non. Il a frappé à un mauvais endroit. Oui, mais peut-être c'est une corruption rampante, sournoise, compliquée à contrôler. Les gens se sont rencontrés dans des restaurants, pris l'argent. Même les ministères publics n'allaient pas vraiment établir des preuves. Si, là, attends, il y a des députés, des sénateurs qui ont dit que moi j'ai donné l'argent. Attends. Mais on m'a pris mon argent. Attends, je vais te dire une chose. Ça, c'est ta parole contre ma parole. Oui. Oui, ben ça ne suffit pas. Tu m'accuses. Mais c'est à toi d'apporter la preuve matérielle. Elle n'existait pas. Tu dis, tu as pris. J'ai dit, je n'ai pas pris. Et puis, ça se termine en Non, mais en justice, on sait tous comment ça se passe. Non. Je veux le dire en connaissance de cause. La parole, on sait comment ça se finit. Oui, tu es. Alors, on peut mettre la main sur ça. Nous devons agir là, frapper là où il faut. Cette affaire, par exemple, des passations des marchés. Ça enrichit des individus au détriment de l'État. Ça repousse les investisseurs parce que les individus, ils vont pour demander des commissions, pour dire, donnez-moi des participations dans l'entreprise à créer, et ainsi de suite. Les investisseurs ne viennent pas. Et d'ailleurs, il y a des rapports qui disent que dans le marché public, il y a une dose de corruption que vous n'allez pas imaginer. Les gens s'enrichissent comme vous n'avez aucune idée. Attends. Parce qu'on ne fait pas respecter les lois. Non. Simplement parce que ça se fait de gré à gré. Oui, justement. Mais alors, il faut que ça s'arrête un matin. Oui, Christian mais je suis d'accord avec vous. Mais pour que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête, ça ne suffit pas que de la parole, Moukébaye. Non. Les juges, il y en a qui vivent de ça. Ça nourrit tout un réseau, Moukébaye. Ça nourrit tout un réseau. Attendez, les marchés. Oui. Les marchés. Ça nourrit un réseau. Attendez, les marchés publics. Oui. N'impliquez pas là-dedans. N'impliquez surtout pas les juges. Les juges sont à un niveau beaucoup plus élevé. Oui. Il n'y a qu'à demander à la direction de contrôle des marchés publics de faire son travail. Ben oui, il faut faire son travail. Non, je t'ai dit. Il n'y a qu'à demander, il y a qu'à dire aux mandataires que monsieur, désormais, plus de gré à gré en violation de la procédure. Les gré à gré, vous les soumettez à la procédure. Il n'y a qu'à responsabiliser les assemblées que nous sommes. Pour assurer ces contrôles. Mais je vous ai vu perdre la voix ici pour des choses aussi simples. Je vous ai vu perdre la voix ici pour des choses aussi simples. Mais je vous dis, mais c'est cela, ce qui est dramatique. Non. Ce qui est dramatique, c'est cela. C'est l'état dans lequel on se trouve. Et l'état qu'il faut le détruire maintenant. Non. Mais comment le détruire? Non. C'est là, apportons des solutions. Non. Je vais te dire une chose. Félix a raté le cap. Il a raté l'occasion de casser ces cercles vicieux. Parce que certaines tares que nous avons dénoncées hier ont été reproduites sous son règne. Et c'est des gens qui, au jour d'aujourd'hui, ont gangréné certains rouages de l'appareil de l'État. Il fallait les faire à un moment M, il ne l'a pas fait. C'est cela. Rien. Il n'est jamais tard pour bien faire. Il faut une grande volonté pour frapper. Très bien. On va terminer. Tout ce que ici nous dénonçons, matin, midi et soir, il nous entend ou il ne nous entend pas? Les autorités du pays nous entendent ou ne nous entendent pas? Quand nous parlons de tels montants, et nous disons, il vient d'où? Plutôt que de servir à ceci, il va là-bas. Quelles conséquences on tire par la suite? Aucune. J'ai l'impression que finalement, on est devenu même insensible à ces questions. Je vous prends un fait que j'évoque tous les jours. 2 650 000 $ déboursés chaque mois, par le ministère des Finances pour l'assainissement. Kinshasa est assaini. Mais il existe une régie d'assainissement dans la ville de Kinshasa. Une régie reconnue, créée par la ville. Mais plutôt que de donner cet argent-là à la régie, qui a l'expertise, qui a l'expérience dans les secteurs. Qui doit régler ça? Deux ONG ont été improvisées
et qui se sont Maintenant, transformés en agence d'exécution. Qui doit régler ça, ce problème? Ne me posez pas la question. Mais vous êtes député provincial. Non, vous êtes la mieux placée à me répondre. Parce que tu ne sais pas. Mais c'est apparent, c'est vraiment comme mon nez au beau milieu de mon visage. Ouais. Au milieu de mon visage. C'est qui? Mais c'est l'Assemblée provinciale. Mais pourquoi elle ne les fait pas? Ah ben vas-y, posez la question, il ne faut pas me créer de problème, il y en a déjà beaucoup là-bas. Ah oui, hein, j'ai échappé à une suspension encore ici. Oui, Moukébaye. J'ai trop de problèmes. Tu sais, j'ai mené un combat très dur, hein. Très dur, hein. J'ai échappé à une suspension ici, hein. Hein, les gens avaient prévu de me suspendre pour encore 2 mois, 3 mois, et peut-être avec privation de salaire, comme je l'ai vécu. Tu sais ce que j'ai vécu? Finir en prison? Ce que j'ai vécu ici. Oui. Ah, peut-être. J'ai entendu ce ça que j'ai aussi. vécu ici, personne n'a vécu ça. Tu peux t'imaginer qu'on prive quelqu'un de 12 mois de ses émoluments. 12 mois, c'est pas pour tuer quelqu'un et sa famille. 12 mois. Et il s'est fait que les 12 mois, j'en ai passé 7 en prison. 7, sans revenu. Vous vous imaginez? Non, des fois, hein, j'aime bien quand j'entends les gens raconter des trucs, dire Moukébaye, ceci, cela. J'ai fait 12 mois privé de mes émoluments. 12, s'il te plaît. De juin 2019 à juin 2020. Privé des musulmans, lesquels ont été réhabilités. On a demandé à ce qu'on me paye, ça ne m'a toujours pas été payé jusqu'à ce jour. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez toujours pas été payé? Pas du tout payé. Vous imaginez? Vos 12 mois? J'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça. Très bien. Alors, tu sais bien qui est le responsable dans cette matière. Alors, Moukébaye, on va terminer cette émission. Ah, moi, ça a toujours été un grand honneur de discuter avec vous parce qu'après, ça permet de réfléchir. Moukébaye, ensemble, serait-il en train de soutenir sournoisement le Rwanda? Ben, nous les soutiendrons pour quel intérêt? Parce que vous ne condamnez pas l'agression, je veux dire, clairement. On a entendu votre porte-parole du président Katumbi accuser d'ailleurs le gouvernement d'être paranoïaque et même d'être les Congolais, d'être des xénophobes. C'est la première fois que j'apprends qu'on était xénophobes, nous, en République démocratique du Congo. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Ou aujourd'hui, pourriez-vous nous dire si le Rwanda est un agresseur? Non, vous me dites moi à moi. Oui. Mais moi, ma position est inconnue. Laquelle? La mienne, individuellement. Laquelle? J'ai dénoncé le soutien du Rwanda au M23. Ah. énergiquement, sans embâche. Vous n'avez jamais été inquiété dans votre parti? Pourquoi m'inquiéterait? Parce que votre parti Je suis sûr que peut-être que les gens ne le savent pas. C'est un parti qui respire, où la liberté d'expression existe réellement. J'ai condamné de l'agression. Peut-être que le mot choisi par les chefs de mon parti n'ont pas été à vos yeux aussi dur que vous l'espériez. Mais nous n'avons jamais transigé sur la question de l'occupation du Congo. Avez-vous suivi l'interview? La question de la xénophobie. Oui. Attendez, la question. Mais s'il y a xénophobie au Congo, nous devons dénoncer. Personne n'a jamais parlé du peuple congolais qui est xénophobe. Si. Certains Congolais ont montré de la xénophobie. Non. Il faut être responsable. Ce gars-là qu'on appelle Jules Moniré, il a appelé à chercher les gens au long nez et il a donné des adresses. C'est de la xénophobie, non? C'est lui le peuple congolais? Non, jamais aucun responsable de mon parti n'a parlé du peuple congolais en termes de xénophobie. Ce monsieur l'a dit. Posez-moi le Si, je vous le pose. Non, le monsieur l'a dit au Congo. Donc, il n'existe aucun peuple. Attends. Il n'existe aucun peuple qui soit xénophobe ou francophile. Il y a dans un peuple toujours de courants différents. Mais il s'est fait que quelqu'un a tenu des propos et un appel qui a été suivi le lendemain. Tout de suite. J'ai vu 2 jeunes gens, machette à la main, aller chercher des gens au long nœud à Bandalungwa. Et depuis qu'il a été pris, je n'ai pas vu un procès en flagrance. Hein. C'est des propos graves, ça. Je n'ai pas vu un propos en flagrance. Mais quel propos? Un procès. Mais c'est lui qui a appelé à aller chercher des gens au long nez. Vous parlez d'un individu, Moukébaye? Non, mais je parle de lui, effectivement. J'ai dit, j'ai entendu des propos xénophobes d'un individu. Mais on ne peut pas penser qu'un peuple, dans son ensemble, soit xénophobe. Un peuple n'est pas dans son ensemble, c'est ci ou c'est là. Heureusement de corriger votre monsieur qui a dit ça à la télé. Lui, il a dit ça à la télé sans embâche. Et la parano, c'est qui, Moukébaye? Vous dites? Et la parano, qui est paranoïaque? Ah oui, il y a une certaine parano dans le discours public au Congo. Vous dites public qui? Oui, le gouvernement? Il y a une certaine paranoïa plutôt que de penser Congo. Nous sommes chaque fois à la recherche des boucs émissaires. C'est cela. Quand ça ne marche pas, c'est de temps en temps l'Occident, de temps à autre le Rwanda, et puis ça sera l'Ouganda, ainsi de suite. Il y a une paranoïa. Ah donc vous êtes paranoïaque quand vous parlez de Moukébaye? Pas vous, je dis vous moi, ensemble. Moi je vois oui. moi je vois le Congo, oui. je veux un Congo fort,
Et sur cette question-là, essayons d'entrechoquer les idées. Et donc... Ou cette affaire parce que l'affaire des nationalités, par exemple, on ne vous a pas indexé directement, donc c'était de la parano alors. Parce que ça a été la grosse bêtise. Là. Oui, mais on ne vous a pas cité, non, mais vous êtes tombé dans la parano alors. Non, moi, attends, je vais te dire une chose. Ne m'attribue pas... Pas vous, hein, je dis l'ensemble. Ça ne m'a jamais inquiété, cette question. Qui connaît le Congo savait depuis longtemps que cette question ne pouvait pas aboutir. Quand la question de la nationalité a été discutée et qu'un compromis national a été conclu à Sun City, Katumbi n'y était pas. Aujourd'hui, quand on parle de Congo, Congolais de père et de mère, certains ont tendance à dire que c'est orienté vers Katumbi. Mais c'est vous, non, j'avance. Personne ne vous avait cité. Qui connaît le Congo savait que la question ne passera pas. Mais pourquoi il y avait autant d'agitation? Attendez, les gars, c'est lui qui a amené cette question. C'est quelqu'un qui n'a aucune connaissance du Congo, de l'histoire du Congo, puisque vous parlez de l'histoire. Ce compromis n'a pas été trouvé par hasard. Parlons de cette question, elle est fondamentale pour moi. Il y a eu des guerres dans ce pays. Mobutu a donné la nationalité de manière collective à nos compatriotes Tutsi, et par la suite, ça a été contesté, ainsi de suite. Et un jour, l'AFDEL a pris les armes, et qui était à la tête, en première ligne avec l'AFDEL, les Banyamulenge. Et nous allions par la suite connaître la rébellion du RCD, et nous arrivons à Santidi. Bon, corrigeons, c'est pas la Banyamulenge, c'est les Rwandais. On trouve un compromis. Des Congolais discutent et trouvent un compromis, dit voilà comment nous définissons la nationalité congolaise. Mais il est défini dans les Banyamulenge n'étaient pas la tête de l'AFDEL, c'était les Rwandais. Elle est définie dans la Constitution. Oui. Mais si vous voulez changer cette loi, changez-la. Mais dites-vous à quel prix ça va se faire. Oui. Parce que vous pouvez être sûr que certains vont se sentir visés en tant que des communautés entières. Pendant que nous parlons, toi et moi ici, les Banyamulenge ne vivent pas en paix, ne cohabitent pas pacifiquement avec les autres communautés. Alors vous voulez jeter de l'huile sur le feu? Allez-y. Et vous ne savez même pas lire les signes des temps. Quand cette loi est annoncée, tout de suite, Bintou Keïta quitte Kinshasa, il va faire la déclaration contre cette loi ou au Conseil de sécurité. Mais c'est ça. Il alerte le monde. La question est d'ordre mondial, c'est qu'elle engage certains groupes ethniques, et vous devez avoir la sensibilité du monde sur la question des minorités. Si vous ne comprenez pas, imposez votre logique à vous. Soit. Alors, voyez, vous allez à une discussion, vous allez entendre des Congolais. Ici, quand un étranger est né, quand un couple étranger fait un enfant ici, il obtient la nationalité congolaise. Bien sûr. Donc le droit de sol existe Bien ici. sûr, jusqu'à 18 ans. Les Congolais en sont encore à discuter de l'origine des Banyamulenge. Les Banyamulenge sont un peuple d'immigration venu en 1950. Quand vous dites que les Banyamulenge sont Congolais, Aro ont eu sur vous. Mais les Banyamulenge qui sont nés au Congo depuis 1960, qui sont les plus nombreux, parce qu'ils sont majoritaires, généralement dans la population, elles sont jeunes chez nous. J'imagine que c'est aussi le cas des Banyamulenge. Oui, les Banyamulenge nés ici depuis 1960, qui sont les plus nombreux, qui seront les plus nombreux encore demain. Dans 10-20 ans, les Banyamulenge d'immigration auront disparu. Oui, mais ça ne change pas l'histoire. Mais attendez! Mais quand vous dites, non, attendez, moi je ne parle pas de l'histoire. Oui. Quand vous continuez à dire, dans un sens un peu, je dirais, de stigmatisation, Banyamulenge, il n'est pas congolais. Mais tous les Banyamulenge maintenant, qui par le droit des sols sont congolais. Qu'est-ce que vous faites d'eux? Non, mais parce que ce débat, il faut bien le faire, Moukibaye. Si tu es né, vos enfants qui sont nés en France, même après 1000 ans, vont rester des Français d'origine congolaise. Mais c'est simple que ça, Moukibaye. Les Banyamulenge qui sont des Congolais. Attendez, vous faites ces débats. Oui. En même temps, il y a un problème d'intégration de cette communauté et de coexistence pacifique. Plutôt que d'amener à une assimilation, à une acceptation entre communautés, nous allons passer le temps à rappeler qu'ils sont d'origine... Ça ne s'oppose pas. Pourquoi dire que vous êtes Congolais? Attendez, Moukibaye. Vous pensez que les Congolais qui sont nés en France, quand on dit qu'ils sont d'origine congolaise, c'est une insulte? Voyez-vous, c'est un peu ça cette question. Oui, mais est-ce que c'est une insulte? Non, attends, je vais te dire. Moukibaye, un Congolais qui est né en France, est-ce que dire qu'il est Congolais, français d'origine congolaise, c'est une insulte? Est-ce que Zidane s'est sent insulté quand on dit qu'il est d'origine algérienne? Attendez. Je ne vois pas pourquoi il y a une insulte là-bas. Attendez. Tu le sais très bien que les mots tels que nous les utilisons, ils prennent un sens ou un autre selon le contexte. Je suis très bien d'accord. Alors, nous n'entrons pas dans cette querelle-là. Très bien. C'est le contexte qui détermine la connotation qu'on va donner à une terminologie. Très bien, mais voilà, c'est le contexte. C'est des questions importantes qu'il faut voir. Et même des fois le ton. Oui. Même le ton, mais parfois c'est pas le mot. Oui, le ton peut changer la nature d'un mot. Ouais, je suis d'accord avec vous. Donc c'est un peu ça. Sur la question. Donc alors, tu vois, nous passons des temps à des débats
qui n'avance pas le Congo. Mais pourtant, c'est des vrais débats. Hein. Voyez-vous? C'est des débats existentiels. Non, non. C'est des débats qui ont été réglés. Ils ont été réglés. Voyez-vous? Réglés par qui? Mais par la Constitution de la République. Par des belligérants, vous dites? Ok. Alors vous posez la Il n'y a question aucune en ces légitimité termes. dedans. Attends. Vous posez la question en ces termes. Ouais. Vous dites que la question a été réglée par des belligérants. Par des belligérants. Constitués en constituant. Oui. Ok. Mais ces belligérants-là, qui s'étaient autoproclamés constituants, Oui. ils ont soumis les projets de constitution à la volonté populaire. Et nous savons tous comment ça, dans quelles conditions la Constitution a été adoptée. En fait, donc vous remettez tout en cause. Bien sûr. Alors, c'est ça même l'essence d'un État. Recommençons chaque jour, il n'y a pas de problème. Alors, je vais maintenant... Comme le temps n'est pas suspect. Attends, je vais maintenant... Réfléchissons. Attends, je vais maintenant vous dire Oui. quelque chose. Et je suis d'accord avec toi, Oui. totalement. C'est là que je parle d'une certaine tricherie démocratique dans les chefs de ceux qui sont en responsabilité au jour d'aujourd'hui. Si le mal est autant profond qu'il faut réconsidérer jusqu'à la Constitution dans ses piliers les plus fondamentaux, il faut en faire une promesse de campagne. Parlons-en. Non, il faut commencer. Il faut aller chercher une sorte de reconnaissance dans la campagne. Il faut dire aux Congolais aujourd'hui que quand nous prenons le pouvoir, nous allons modifier la Constitution à tel niveau, à tel niveau. Je suis d'accord avec vous. Moi, je suis totalement d'accord avec vous. Allez-y, ne nous surprenez pas pendant le mandat. Non, moi je pense que, en fait, un peu comme vous dites, moi je pense, comme Moukébaye, qu'il n'y a pas de questions taboues dans la démocratie. Mais seulement, comme il est dit, parfois le temps est suspect. Il ne faut pas surprendre les gens. Par contre, inscrivez ça dans le temps. Vous ne pouvez pas. Pour que l'on réfléchisse. Attendez, par exemple là, j'ai vu, il y a eu un grabattage médiatique au temps de la question. Les Congolais des pères et des mères, ce qui fait très mal à certains. Moi, j'ai vécu au Rwanda pendant 2 ans. Admettons que j'ai eu un enfant avec une Rwandaise, vous lui priverez la nationalité congolaise? Pas la nationalité congolaise. Ok, d'accord. Les fonctions présidentielles. Non. Quand on dit des pères et des mères, tu vois, ça choque certains. Alors, mais pourtant, dans le fond, c'est pas ça, Moukébaye. J'ai vu... Si vous n'êtes pas né en Amérique, quoi que vous soyez américain, vous ne serez jamais président américain. J'ai vu un gros battage médiatique autour de cette question. Mais puis, une certaine reculade, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, on n'en parle presque plus. Mais si les gens sont sincères, qui veulent vraiment préserver, protéger la nationalité congolaise, nous allons aux élections. Qu'ils soumettent la question dans leurs promesses, je crois que c'est qu'ils développent la question dans leurs promesses de campagne, et une fois qu'ils sont aux affaires, qu'ils trouvent la majorité pour faire passer cette loi. Je vais dire ça aux Congolais. Aussi simple que ça. Très bien. Aux Congolais, je vais dire que ni mon émission, ni moi-même, nous avons un problème contre les Nyamulenge. Pour moi, les Nyamulenge sont des Congolais, mais il ne faudrait pas qu'on élude la question de l'histoire. C'est très important pour nous tous, d'ailleurs. Et comme on a dit avec Moukébaye, il est temps de réfléchir de façon dépassionnée. Parce qu'après, ça ne sert à rien de dire tel est le fils de, tel est le fils de... Parce que les enfants, nous ne savons pas si nous sommes vraiment les enfants de nos pères. Donc, à un moment donné, il faut avoir beaucoup de recul sur cette question-là. Alors, Moukébaye, on a terminé cette émission. On a fait 1 heure. Vous allez regarder la caméra. Mais est-ce qu'on avait déjà fait ça avec vous, cette expérience des photos? Ça sera la première fois. Ça va être la première fois. D'accord, très bien. Après vous, il y a une rubrique. Quoi que ça ne va pas me déstabiliser? Non, pas du tout. Il y a des photos qui sont là, que vous allez voir. Et si vous voulez... Oui, à l'écran. Si vous voulez placer un mot, vous placez. Si vous ne voulez pas, on fait passer. Et moi, je n'ai pas de relance à faire. Alors, on va prendre la première photo. Oh, je vais mon souvenir. Ce que je retiens de lui, ce sont des morts à Kisangani. À l'époque, ils se sont battus, le Rwanda et l'Ouganda chez nous. C'est un triste souvenir que je garde, que je porte. Photo suivante. Kagame, l'homme qui pense qu'il va reproduire la capacité israélienne dans la région. Il est temps que le Congo monte une armée en puissance pour le remettre à sa place. Êtes-vous d'accord avec la fabrication des armes au Congo? Oui, mais nous n'en avons pas encore le moyen. Oui. Photo suivante. Oui, je garde de lui ces coups de barre donnés à l'Angola. L'Angola était dans la situation de la République démocratique du Congo sous José Eduardo, avec une famille régnante qui avait pratiquement phagocyté toute l'économie angolaise. Il est venu, il a donné un coup de barre avec l'appui des dignitaires du MPLA. Aujourd'hui, l'Angola est quand même un pays assez assaini en ce qui concerne les finances publiques. J'aimerais bien que Félix prenne l'exemple chez lui. Photo suivante. Lui, Noël Tchani, je l'ai rencontré une fois
aux États-Unis. Nous avons mangé dans un restaurant historique à côté de la Maison Blanche. Il me sortait un projet comme quoi qu'il était capable de mobiliser 25 milliards de dollars l'an. J'ai trouvé ça chimérique. Et puis pour finir, il est devenu candidat à la présidentielle ici. Et comme si ça ne suffisait pas, le candidat présidentiel est devenu pour la suite aspirant au poste de gouverneur de la Banque centrale, donc chercheur de poste. Voilà. Photo suivante. Ouais, Joseph Kabila, son mandat a été marqué par le pillage systématique des deniers publics en République démocratique du Congo, des événements brutaux, la mort, ce qui a été qualifié presque de crime d'État, la mort de l'assassinat de Floribert Chebeya. Je me pose la question s'il s'est repenti et qu'un jour qu'il puisse présenter une certaine contrition aux Congolais. J'insiste beaucoup parce que certains de ces actes resteront indélébiles, ils marqueront le Congolais à jamais. Photo suivante. Je garde de très très mauvais souvenirs de lui. Il m'avait reçu une fois à l'ANER, il s'était montré très sympathique. J'avais publié un article à l'époque où j'ai un peu dénoncé l'implication de l'ANER dans certaines questions au niveau des entreprises privées et des contrôles qu'ils allaient effectuer là-bas. Il m'avait fait passer un message par un ami, Alain Koyi, pour qu'il me reçoive. J'ai d'abord refusé, puis il m'a reçu. J'étais surpris de le trouver ce jour-là sympathique. Mais en tout cas, c'est un homme dont le Congolais garde de très, très mauvais souvenirs. Et au jour d'aujourd'hui, il est je ne sais où. Peut-être qu'il aura l'occasion de revenir sur la terre de ses ancêtres un jour. Mais comme Kabila, c'est des gens de qui j'attends une certaine contrition, un certain regret, si je n'ai pas le moyen de leur obliger ça, de leur demander ça humainement, pour que nous arrivions à la réconciliation. Photo suivante. Modeste Bahati, je ne l'ai jamais trouvé sincère dans sa politique. Il faut plus de la politique pour ses affaires à lui que pour l'État. Il a dû batailler dur pour protéger un ministre qui a fait perdre à la République 6 millions de dollars dans l'importation d'impioli. Il s'en est même pris aux députés qui avaient initié la motion, posant la question un jour à Eliezer Tamboué devant Jean-Pierre Bemba et Augustin Kabouya, à l'époque quand il recevait des députés provinciaux, il dit « Comment toi tu peux être de l'Union Sacrée et initier une motion contre un ministre de l'Union Sacrée ?» Mais si, monsieur, c'est ça la démocratie, si, monsieur, c'est ça la transparence, ta majorité doit être sévère envers ses propres enfants. C'est ça l'image que je garde de lui. C'est pas des gens en qui je crois pour Congo Nouveau, pas du tout. Ils ont travaillé dans un système, d'abord mes avoirs et le Congo par la suite. Je ne crois pas. Photo suivante, je crois qu'on va terminer. Oui, on Vital, termine avec lui. Vital Kamere, je ne sais par quelle pirouette. Au jour d'aujourd'hui, tout ce qui s'est passé 100 jours, on dit qu'il est acquitté, et lui et Jamal, mais cela restera marqué dans les esprits des Congolais, qu'au tout début de ce mandat, il y a eu un projet appelé 100 jours, et que ces jours-ci, nous avons vu ni l'argent, ni les ouvrages qui étaient promis aux Congolais. Merci beaucoup, Mike Moukebaï. C'était un grand honneur de vous recevoir. Et je crois que c'est un honneur partagé. On retient d'être sur le plateau de Face à Face avec l'un des journalistes assez suivis dans Kinshasa, dans le Congo et à travers le monde. C'est une fierté pour moi. Merci. Alors, on résume avec la question d'armes. Oui. Vous appelez l'État congolais à beaucoup plus de sérieux. À beaucoup plus de sérieux dans la régulation des armes, dans le processus de contrôle des armes légères et de petits calibres. C'est la clé. Je ne dis pas que c'est à ça que tient tout l'embargo, mais c'est quand même à 50% une partie du fondement. À la création des dépôts, de l'archivage, du serveur. Marquage, ainsi de suite. Tout est là dans le PAN, le programme d'action nationale. Tout est là, mais c'est jamais financé. Le comble de cette commission, c'est qu'elle c'est une commission interministérielle. Elle est gérée par le colonel Patrick Combé. Elle est rattachée au ministère de l'Intérieur. Elle n'a pas d'autonomie. Et vraisemblablement, chaque fois qu'elle exprime des besoins en termes de fonds, ce n'est pas le souci ou du ministre de l'Intérieur, en tout cas pas du tout du ministre des Finances.
Merci beaucoup, messieurs et dames, ça n'est fini. On se retrouve très prochainement. Le débat a été houleux. Bon, ça a toujours été comme ça avec Moukéba. Il faut un peu l'attaquer, il faut un peu le titiller, il faut un peu le sortir le verre du nez. Ça a toujours été sportivement. Merci d'avoir été nombreux. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana, shido tuendeleye, na kimya bana piko, na mosala, totonga mboka kuleka kitoko, na kimya bana Congo.